Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la critique du film Catwoman. Catwoman est un film réalisé par Pitof. Alors ce qui est vachement bien avec ce nom, c'est que je n'ai même pas besoin de chercher de jeu de mots pour l'intro de cette vidéo, il se suffit à lui tout seul tellement il est improbable. Le film est sorti en 2004 et compte comme acteurs Halle Berry, Sharon Stone ou encore Alex Borstein. Mais surtout un acteur bien de chez nous, à savoir Lambert Wilson. Le film nous raconte l'histoire de Selina Kyle. De quoi? Patience Phillips? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gardé de nom de base? Qu'est-ce que ça change sans déconner? Mais bon, soit. Il s'agit d'une jeune fille timide et réservée, ce qui signifie donc qu'elle ne peut marcher sans trébucher, qu'elle a un style vestimentaire très particulier. Ah, subtilité, quand tu nous tiens. Elle travaille pour un grand groupe cosmétique du nom on s'en fout complètement en fait. En tout cas, elle travaille en tant que designer et un soir, elle se retrouve à devoir rapporter des documents sur son lieu de travail. Sauf qu'en faisant cela, elle tombe sur une conversation top secrète qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Et là, elle se fait poursuivre par des mecs armés et au final, sa folle course se termine dans les canalisations et elle est laissée pour morte. Sauf qu'heureusement, tout un groupe de chats passe par là et que l'un d'eux s'approche de son cadavre et lui souffle au visage. Par chance, le chat devait vraiment puer de la gueule parce que son action ramène Patience à la vie. Suite à cette résurrection, Patience développe des capacités hors du commun et surtout une toute nouvelle personnalité. Catwoman est née lors d'une période sombre que beaucoup préfèrent oublier, à savoir celle de la popularisation des films de super-héros. Aujourd'hui, les films de super-héros font légion. À raison de 3 ou 4 par an, on peut dire que c'est un système qui marche très bien. Même si l'on peut déplorer une certaine industrialisation impliquant un certain formatage des œuvres. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Les super-héros n'ont pas toujours été autant présents sur grand écran. Certes, la première adaptation ne date pas d'hier et certaines œuvres anciennes, dirais-je, sont devenues cultes comme les Superman de Richard Donner ou bien évidemment les Batman de Tim Burton. Mais le vrai boom du super-héros sur pellicule a surtout débuté fin des années 90, début des années 2000, avec en premier lieu la sortie de Blade, suivi de X-Men et Spider-Man. Généralement, on évoque ces trois films quand on parle du début de cette tendance. À cette époque, c'était cool. Ces films étaient peut-être imparfaits, mais ils témoignaient d'une réelle vision des auteurs qui ont transposé ces histoires sur grand écran. Et puis on a eu les suites de ces films encore meilleurs. Et le fait est que le succès fut à chaque fois au rendez-vous. Donc forcément, on s'est vite rendu compte qu'il y avait là un filon juteux à exploiter. On nous a alors sorti tous les autres super-héros du placard pour qu'ils aient leur propre adaptation. Et c'est à ce moment-là que c'est complètement parti en couille. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est parti en couille? Très bonne question. Eh bien parce que comme je l'ai mentionné à l'instant, au début de cette tendance, les premiers films étaient faits par de vrais auteurs qui avaient un réel point de vue. Par exemple, pour Spider-Man, Sam Raimi souhaitait réellement faire une adaptation de ce personnage et aura finalement réussi à imposer sa vision, notamment avec le superbement génial Spider-Man 2. Sauf que par la suite, les nouveaux projets ont été confiés à des yes man, pas forcément talentueux. Mais surtout, ce qui a posé problème, c'est qu'il y avait là la volonté de la part des producteurs de ratisser le plus large possible en plaisant au plus grand nombre afin de s'assurer une rentabilité. Et la difficulté, c'est que, à la base, les super-héros sont issus de comics, qui représentent surtout une culture underground, et que par conséquent, cela ne mettait pas tout à fait en confiance les producteurs qui se disaient qu'il fallait rendre ces histoires accessibles au grand public. Et je ne dis pas que c'est nécessairement une mauvaise chose, après tout, c'est le principe même d'une adaptation. Alors comment ça fonctionne? Généralement ça passe d'abord par une aseptisation de l'univers. Un film sera souvent aseptisé par rapport aux comics dont il s'inspire, mais ce n'est pas nécessairement grave. Après tout, prenez Kick-Ass, le film est bien moins violent et choquant que la bande dessinée, pourtant il est excellent, et je dirais même qu'il est bien meilleur que le livre. Mais parfois ça a carrément fait perdre toute la substance et l'intérêt au personnage, comme le Punisher, qui passe dans le comics du mec badass, impitoyable et hardcore, que tous les criminels craignent rien qu'à l'évocation du nom. Ah, je vais te torturer avec mon petit bâtonnet de glace. Mais au-delà de cette aseptisation, il y avait surtout, à cette époque-là particulièrement, cette volonté de transformer ces icônes de comics en des personnages correspondant plus à ce que le public lambda est habitué à voir quotidiennement, notamment à la télévision. Et c'est ainsi que les 4 Fantastiques, finalement, ne ressemblaient plus qu'à une sorte de comédie gentillette ponctuée de quelques scènes spectaculaires. Enfin, spectaculaires, pour quelqu'un qui aurait passé sa vie à ne regarder que du cinéma de Godard ou des Frères Dardenne. Et généralement, cette tendance a affecté les nouvelles adaptations qui sont sorties, mais le pire, c'est qu'elles ont frappé les pionnières du genre, comme avec le ridicule X-Men 3, ou pire encore, Blade Trinity, qui n'était plus qu'un navet immonde qui a complètement ruiné tout un univers et un personnage pour en faire une icône kikoulolesque. Et si je vous parle de tout ça, c'est justement parce que Catwoman est né dans cette situation et qu'il s'agit d'un cas d'école. Oh putain, oui. Dans ma dernière chronique, j'étais en mode « Ouais, ça va, le film il est nul, mais il est pas détestable non plus. » Par contre, là, je conspue tellement le film que je vais renoncer exceptionnellement au principe qui m'interdit tout jugement de valeur sur les goûts des gens. Pour vous dire que si un jour vous entendez quelqu'un qui vous dit ça,
Oh, moi, franchement, Catwoman, je trouve que c'est un excellent film. Je vous autorise à vous gosser de cette personne. Bon, de manière cool quand même, hein. N'allez pas la maudire non plus, hein, ou chier dans sa boîte aux lettres, hein. On fait tous des erreurs dans la vie. Si Catwoman a vu le jour, c'est parce que, comme vous avez pu le constater, c'est que dans cette tendance du super-héros au cinéma, eh bien c'était surtout l'univers Marvel qui voyait ses personnages portés sur grand écran. Et forcément, ça a un peu paniqué son concurrent de toujours, DC Comics, qui s'est alors dit qu'il serait peut-être temps de mettre ses super-héros sur le devant de la scène. Et là, la Warner est arrivée et on a eu droit à notre film du jour. Avant de s'engouffrer en enfer, je vous propose de nous intéresser rapidement aux autres transpositions de ce personnage au cinéma. Oui, juste au cinéma. Donc cela veut dire que je n'évoquerai ni cette Catwoman, ni celle-ci. Gros cochon, on va. Histoire de s'accorder quelques instants de détente. Alors ça commence dans les années 60 avec le film Batman, celui avec Adam West où Catwoman fut jouée par Lee Meriwether, et dans ce film je dirais que c'est le seul personnage qui arrive à ne pas être trop ridicule en comparaison des autres. Dernièrement nous avons eu Anna Thaoué qui a su créer la surprise dans Dark Knight Rises. Alors c'est pas qu'elle était particulièrement sensationnelle, mais elle arrivait à être très convaincante en ayant plutôt assez bien saisi l'ambiguïté du personnage, et je dois dire que pour ma part, à la base je n'y croyais pas du tout. Mais quand on évoque Catwoman au cinéma, on pense surtout à la version de Michelle Pfeiffer dans l'excellent Batman Returns de Tim Burton. Il s'agit tout simplement de la meilleure interprétation de Catwoman. Elle est à la fois envoûtante, inquiétante, elle dégage une putain de sensualité et arrive à parfaitement retranscrire le côté félin du personnage sans jamais tomber dans le ridicule. C'est juste la méga classe. Elle a tellement la classe que selon moi c'est elle qui représente le deuxième meilleur méchant de tous les films Batman, juste après le Joker. Non, pas ce Joker-là, ce Joker-là. Ce Joker-là, désolé de vous le dire, mais je ne le mettrai pas du tout en tête du classement. Enfin voilà, le personnage joué par Michelle Pfeiffer est exactement à l'opposé de celui campé par Halle Berry. Ce qui me permet ainsi de faire une super transition pour enfin m'attaquer au film. Qu'est-ce qui ne va pas dans Catwoman? Eh bien tout en fait. C'est un très bel exemple de ratage sur tous les plans. Déjà, l'histoire en elle-même porte sur Catwoman qui doit affronter un grand groupe industriel qui compte commercialiser un produit cosmétique qui en fait est un produit mortel. On dirait un pitch à la con d'un épisode de Totally Spies, sans le côté second degré qui rendait la série amusante. Là, ça se prend beaucoup trop au sérieux. Ah, et oui aussi, le film nous raconte les origines de Catwoman en nous sortant le coup d'une déesse mythologique, d'une civilisation antérieure, enfin, le baratin habituel. Nous avons donc ici une intrigue peu palpitante, mais encore, si ce n'était que ça. Parce qu'en plus d'une histoire inintéressante, il faut se taper des personnages clichés, super mal écrits et particulièrement insupportables. Et là, je vais vous présenter un schéma très bref, mais parfaitement représentatif de la psychologie des personnages. Je suis trop rebelle, anticonformiste et swag, mais en fait, je suis pas une méchante non plus. Je suis une méchante parce que je suis une femme avide de pouvoir et que je vais rester jeune pour toujours. Je suis un grand patron colérique qui crie tout le temps sans raison. Je suis un flic très à cheval sur la loi, mais en même temps amoureux depuis un jour d'une femme qui enfreint la loi. Quel dilemme se pose dans ma vie. Et tous ces personnages sont interprétés par des acteurs plus mauvais les uns que les autres. La palme revenant à Halle Berry. Le Razzie Award, qu'elle a accepté avec beaucoup d'humour d'ailleurs, était largement mérité dans ce cas. Parce que là, côté performance de merde, on a du niveau. Attention, Halle Berry qui joue l'incompréhension. Oh là là, je ne comprends pas ce qui se passe. Ou encore Halle Berry qui joue l'anxiété. Oh là là, je suis toute inquiète. Ou bien encore, Halle Berry qui joue... Ouais, non, en fait, ça fait chier. Et en plus d'être très mal écrit, le film est mal réalisé. Sur la mise en scène même, je n'ai pas envie d'être trop méchant, parce que la volonté du réalisateur du film était d'avoir un style reproduisant l'agilité du chat, donc d'adopter des mouvements de caméra permettant de reproduire cette agilité. Le postulat me plaît bien, mais c'est l'exécution en elle-même qui laisse complètement à désirer, parce que concrètement ça s'est traduit par des mouvements de caméra et changements d'axe rendant l'action confuse et brouillonne, d'autant plus que le tout est accompagné d'un montage souvent épileptique avec des plans ne durant parfois pas plus d'un dixième de seconde, ce qui a pour conséquence que certains passages sont purement illisibles. Sérieusement, est-ce que quelqu'un a compris ce qui s'est passé là? Quel est l'intérêt de faire ce genre de truc? À part essayer de cacher le gros faux raccord avec le casque de Catwoman. Oui, parce que là, avant de prendre la moto, ou là en arrivant, on voit bien qu'elle n'en porte pas. Hein? Mais c'était bien tenté les gars quand même, cependant c'est flag. Les seuls moments où Pitoff prend le temps de poser sa caméra, c'est pour nous montrer des phases de dialogue insipides, des passages pseudo-humoristiques, ah t'as vu, elle saute partout parce que c'est un chat, lol. Ou bien évidemment pour nous montrer le bout de Catwoman, ou encore pour nous faire profiter des super effets visuels du film qui sont absolument flamboyants. Ouais, parce que pour couronner le tout, le film jouit d'une esthétique jouant beaucoup trop sur les effets numériques pas super enthousiasmants, ce qui lui donne un visuel assez dégueulasse. Et puis même de manière générale, le film adopte une esthétique beaucoup trop lisse, que ce soit au niveau de la lumière, des décors, ou simplement au niveau du visage des acteurs. Ouais, je pense qu'il manque un tout petit peu de fond de teint à cette personne. Non, comme vous avez pu le comprendre, nous avons ici une belle boursouflure. Mais ce n'est pas ça le pire. Parce que finalement, jusqu'à présent, vu la façon dont j'ai parlé du film, c'est juste un film raté. Un film mal écrit, mal réalisé. Un film factuellement mauvais.
Ce sont des choses qui arrivent. Des fois les films sont bons, et puis des fois ils sont moins bons, mais puis des fois ils sont à chier, voire même beaucoup à chier, hein, d'une force bien phénoménale, hein, genre l'hippopotame qui est resté constipé pendant 3 semaines. Mais quand même, pas de quoi avoir envie de triper des koalas. Ce qui en réalité attise ma haine envers cette bouse, c'est le message véhiculé par celle-ci. Il a vraiment un côté racoleur dans la caractérisation du personnage de Catwoman. Je sais bien qu'à l'origine, il y a un côté très sensuel dans ce personnage. Sauf que ça, ce n'est pas sensuel. Ça, c'est juste une démarche en mode grosse biatch. Ici, c'est juste du narcissisme exacerbé. Et cela découle de ce que j'ai expliqué en début de vidéo, à savoir faire correspondre ces icônes de comics à des standards beaucoup plus en conformité avec la culture de masse. Et à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, qu'est-ce qui cartonnait? C'était la chanteuse photoshopée se trémoussant en exhibant son corps sur du R&B. Et dans le cas présent, Catwoman correspond totalement à cette vision, et fait donc les frais d'une dénaturalisation de manière extrêmement violente. C'est encore pire que Dragon Ball Evolution. Oui, même ce film constitue moins un crachat dans la gueule de l'œuvre d'origine que ça. Et c'est clairement ce qui me fait hurler quand je vois Catwoman, parce que là, on n'a plus affaire à un film de super-héros, mais plus qu'à un long clip MTV insupportable pendant plus d'1h30. Et ce qui me donne envie plus que tout d'arracher les globes oculaires des concepteurs de cette merde infâme, c'est qu'en plus d'être racoleur et outrancier, le bousin tient une sorte de discours sur l'émancipation de la femme en présentant son héroïne comme une femme libre, une femme délivrée. Oh. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais. En gros, il la présente comme une sorte d'émancipation des femmes, alors que non, juste non. Film, tu ne fais que flatter les bas instincts de tes spectateurs. Je fais une petite aparté histoire que mes propos ne soient pas compris de travers sur ce point. Je n'ai absolument rien contre une personne qui est fière de son corps et qui pourra avoir envie de le mettre en avant, ne serait-ce que par exemple pour séduire. C'est quelque chose que je comprends tout à fait et sur laquelle je ne porte évidemment aucun jugement. Ce qui me dérange bien dans le cas présent, c'est de présenter cela comme unique vecteur de réussite dans la vie. Surtout qu'au final, tout ce culte du corps véhiculé tout au long du film est en contradiction avec l'histoire de celui-ci, qui sonne un peu comme allant à l'encontre justement des grands groupes cosmétiques qui sont quelque part les premiers à véhiculer cette idéologie de la primauté de l'apparence. Et là, je pense que j'extrapole beaucoup trop, mais j'ai un raisonnement. Selon moi, ce discours, soi-disant contre le système, n'est qu'une pure hypocrisie, n'étant là que dans le seul but de pouvoir au final bien abonder dans son sens. Parce que du coup, les gens auront le sentiment qu'ils regardent quelque chose d'anti-système, et seront un peu titillés dans leur esprit rebelle, et seront donc plus enclins à accepter le discours du film, qui va dans le sens du système. Il y a donc une belle manipulation des pensées. Après, évidemment, si vous suivez mon raisonnement, beaucoup d'entre vous pourront se demander mais quelles pourraient être les personnes assez naïves pour croire à une quelconque forme de politiquement incorrect dans Catwoman? Eh bien, selon moi, les mêmes personnes qui aujourd'hui se sentent super matures, adultes, voire même subversives uniquement parce qu'elles ont lu ou vu 50 nuances de mes couilles. Alors voilà pourquoi j'ai tant d'aversion sur le film, que je considère juste comme un film détestable, et non comme un joyeux nanar ou un film que j'aime détester. Là, non, ce n'est que du mépris. Malgré tout, je suis content que ce film existe, parce que pour une fois, la vie s'est montrée belle et juste et a fait en sorte que Catwoman se ramasse au box-office. Catwoman s'est tellement planté qu'il fait partie des plus gros bids financiers de l'histoire du cinéma. Et généralement, ça a frappé de plein fouet de manière super injuste certains films, mais là, c'est amplement mérité. Et ce bid aura permis selon moi une prise de conscience de la part des studios sur la façon de concevoir les futures adaptations des personnages sur le grand écran. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est sûrement grâce à Catwoman que nous avons pu avoir Batman Begins et surtout The Dark Knight. Bon, et aussi la grosse déception qu'a été Dark Knight Rises, mais bon, on va pas en faire tout un fromage. Donc oui, sans ça, ou ça, on n'aurait probablement jamais eu ça. Killing is making a choice. Ou ça. Let's put a smile on that face. Après, effectivement, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'une telle merveille valait un tel désastre? Pour ma part, oui, parce qu'un bon sens de Dark Knight serait beaucoup moins savoureux. Mais après, je ne peux pas savoir pour vous. Enfin voilà donc mon avis général sur Catwoman, et comme à l'accoutumée, pour conclure, je vous propose de nous attaquer aux quelques éléments, malgré tout sympathiques du bousin, avant de voir ses points les plus détestables. C'est la partie points positifs et points négatifs du film. Et nous attaquons tout de suite avec les points positifs. Premier point positif du film, Sharon Stone qui pète la gueule à Catwoman. Lors de l'affrontement final, avec la grande méchante, d'ailleurs affrontement absolument épique. Oui bon là d'accord, je ne suis pas censé faire des reproches au film, ok. Du coup ce que j'aime bien dans ce passage, c'est ce moment où Catwoman se retrouve en difficulté. C'est super jouissif de la voir se faire péter la gueule. Ça c'est pour Bob Kane. Oh. Ça c'est pour Michelle Pfeiffer. Oh. Et ça c'est pour tous les fans de Batman. Oh non. Oh si. Oh, 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 oh.
Deuxième point positif du film, le chat qui n'en a rien à foutre. À un moment, Patience se retrouve enfermé dans sa cellule, et le chat qui l'a ressuscité vient la voir. Et j'adore la tronche qui tire en cet instant précis. Meuf, j'en ai rien à foutre de ta vie. Des troisième point positif du film, les voisins bruyants. Au début, on découvre que Patience a des voisins qui font constamment la fête et qui écoutent de la musique super fort. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que l'on peut enfin entendre de la bonne musique, pendant quelques instants seulement, mais on en profite quand même parce que le reste du film, on se tape ça. Ouais, voilà donc pour le tour des points positifs, attaquons-nous maintenant au plus gros morceau, à savoir les points négatifs. Et là ça va chier. Premier point négatif du film, la voiture dans le cul de Catwoman. C'est ce moment. Je vais essayer de pas m'énerver, mais j'aimerais savoir qui est le responsable de ça. Qui est le connard d'enculé fini à la pisse et à la rance qui s'est dit elle se prend la voiture dans le cul. Non mais sérieusement, c'est le truc le plus débilement racoleur qui puisse exister. Mais bon, pas la peine de s'énerver, on va passer directement au deuxième point négatif qui concerne les pouvoirs de Catwoman. En principe, cela devrait simplement être une extrême agilité et un développement des réflexes. Sauf que là, Pitoff semble avoir ajouté la téléportation. Non mais vraiment, regardez ce passage. Ce n'est pas possible qu'elle disparaisse juste comme ça. Et le pire, c'est que c'est évident que cela a pour but de faire un effet à la Batman. Mais du coup, dans ce cas, il aurait fallu faire disparaître Catwoman pendant le bref instant où la personne avait le dos tourné. Pas quand elle la regarde là directement, parce que ça n'a aucun sens. Bon, ok, là j'avoue, je pinaille comme un gros connard. Il y a bien pire dans le film. Mais en fait, à la base, je voulais vous parler de la scène de basket. Ouais, sauf que là, j'aurais réellement pété un câble. Du coup, j'ai décidé de le remplacer par quelque chose de beaucoup plus soft. Et puis, dernier point négatif, la scène de l'herbe à chat. J'en ai rapidement parlé, mais les scénaristes semblaient très fiers d'avoir trouvé plein de blagues en mode LOL, XD et PTDR pour montrer que Patience est une femme chat. Et ça, ils le rappellent souvent dans le film et c'est ultra casse-couille. Là, le passage de l'herbe à chat fait partie de cette trouvaille. Autant la scène de la voiture m'avait fait rager, autant cette scène-là, je la trouve juste gênante. Voilà, je trouve ce passage très gênant à regarder. Encore plus que la bande-annonce de 1914, Le secret de Confrécourt. Ou encore entendre parler l'équipe de Prometheus à propos du film. The surprise is in the story. No, I trust Ridley 100%. I can't think of a more brilliant visual director. Enfin voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu, pas trop ennuyé. Je vous dis merci beaucoup, au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo.